Il regarda sa femme depuis 10 ans et ne vit rien d'autre qu'une encre terne qui le tirait vers le fond. Nicolas Sterling, le magnate de l'immobilier parisien, pensait avoir dépassé cette femme discrète qui lui préparait son café tous les matins. Il voulait les flashs des caméras, le tapis rouge et le bras de l'étoile montante du cinéma, Chloé Blaze. Il pensait se débarrasser d'une simple femme au foyer pour améliorer sa vie. Il ne savait pas qu'en signant ses papiers de divorce, il ne mettait pas simplement fin à un mariage. Il déclarait la guerre au secteur caché de la dynastie industrielle la plus puissante du monde. Nicolas était sur le point d'apprendre que certains aciers ne plient pas. Il vous brise. Le silence dans l'appartement de luxe haussmannien du 8e arrondissement, près de l'Arc de Triomphe, était généralement le genre de silence qui coûte cher. C'était le silence du triple vitrage dominant le jardin du Luxembourg au loin, le silence d'épais tapis persans absorbant le bruit des mocassins en cuir italien, et le silence d'un personnel formé pour être invisible. Mais ce soir, le silence semblait lourd, comme la chute de pression atmosphérique avant qu'une tornade ne touche le sol. Nicolas Sterling se tenait près de la baie vitrée du sol au plafond, fixant l'horizon scintillant de Paris. Il prit une gorgée de son cognac hors d'âge, le verre en cristal accrochant la lumière. Il ne se retourna pas lorsqu'il entendit le déclic doux de la porte de la bibliothèque s'ouvrir. Il savait que c'était Sandrine. Elle marchait toujours doucement. C'était l'une des choses qui l'agaçait ces derniers temps. Tout chez Sandrine était doux, feutré et se fondait dans l'arrière-plan. Elle portait un gilet beige, probablement en cachemire, mais cela ressemblait à quelque chose qu'une bibliothécaire porterait à un club de lecture. Elle tenait un plateau avec du café frais, bien qu'il fût passé 21 heures. Nicolas. Sa voix était basse, stable. Tu as raté le dîner. J'ai dit au chef de garder le bar au chaud, mais... Je n'ai pas faim, la coupa Nicolas, se retournant enfin. Il posa son verre sur la table d'appoint en marbre avec un tintement net. Il plongea la main dans la poche intérieure de son costume Brioni sur mesure et en sortit une épaisse enveloppe couleur crème. Il la jeta sur la table basse en acajou entre eux. Et nous ne prendrons pas de café. Sandrine s'arrêta. Elle regarda l'enveloppe, puis son visage. Ses yeux, d'une couleur que Nicolas avait l'habitude d'appeler noisette profond, mais qu'il considérait maintenant simplement comme brun boueux, ne s'écarquillèrent pas. Elle ne halta pas. Elle resta juste là, le plateau d'argent tremblant très légèrement dans ses mains avant qu'elle ne le pose sur une console latérale. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « C'est la liberté pour nous deux » dit Nicolas en lissant sa cravate. Il sentit une montée d'adrénaline. Il avait répété ce discours avec son avocat, Stéphane Thorne, au cercle de l'Union interalliée plus tôt cet après-midi. Restez professionnel. Restez sans émotion. Coupez le membre pour sauver le corps. Je demande le divorce, Sandrine. Ce sont les papiers. J'ai fait rédiger un règlement généreux par Thorne. Tu gardes la maison à Deauville, la petite, pas le domaine, et une allocation mensuelle pendant 5 ans. C'est plus que juste étant donné que tu n'as pas travaillé un seul jour depuis notre mariage. Sandrine s'avança vers la table et baissa les yeux sur les documents. Elle ne les toucha pas. Je n'ai pas travaillé, répéta-t-elle, sa voix vide de l'hystérie à laquelle il s'était attendu. Nicolas, j'ai géré la comptabilité de Sterling Property pendant les 6 premières années. J'ai organisé le chaos que ton père t'a laissé. C'est moi qui t'ai dit de liquider les actifs de détail avant le krach de 2020. Nicolas fit un geste dédaigneux de la main. Tu as fait un peu de comptabilité. Tu étais une comptable glorifiée. Sandrine, regarde où j'en suis maintenant. Regarde cette ville. Je construis la ligne d'horizon. J'ai besoin d'une partenaire qui reflète cela. J'ai besoin de quelqu'un qui peut se tenir sur un tapis rouge. Quelqu'un qui commande une pièce. Et je ne. Tu te fonds dans le décor, ricana Nicolas, sa cruauté s'infiltrant à travers les fissures de son calme répété. Tu es invisible. La semaine prochaine, je lance les travaux de la tour Sterling à la Défense. Ce sera le plus haut bâtiment résidentiel d'Europe de l'Ouest. La presse sera là. Des investisseurs de Dubaï, Tokyo, Londres. Et qui ai-je à mon bras? Une femme qui préfère le tricot au réseautage. Sandrine ramassa enfin les papiers. Elle les feuilleta, son visage illisible. C'est à propos de Chloé, n'est-ce pas? Nicolas se raidit. Il n'avait pas réalisé qu'elle savait.
Chloé Blaze était la fille en vue du moment. 24 ans, blonde, vedette du plus grand blockbuster de la saison, et possédant un appétit pour la publicité qui égalait celui de Nicolas. Ils avaient été vus en train de déjeuner à l'hôtel Le Bristol plusieurs fois, mais Nicolas pensait avoir été discret. Ce n'est pas à cause d'elle, mentit Nicolas, bien que son ton défensif le trahisse. C'est à propos de nous. Nous nous sommes éloignés. Chloé, elle comprend le monde dans lequel je vis maintenant. Elle brille, Sandrine, et franchement, je mérite de briller aussi. Sandrine laissa échapper un petit rire sec. C'était un son que Nicolas n'avait jamais entendu auparavant. Ce n'était pas amer. Cela ressemblait presque à de la pitié. Tu penses que Chloé brille, dit doucement Sandrine. Nicolas, c'est un miroir. Elle ne fait que refléter la lumière qui est dirigée vers elle. Une fois que le projecteur bougera, elle sera à nouveau sombre. N'insulte pas Chloé, claqua Nicolas, s'approchant, dominant sa femme de toute sa hauteur. Elle a plus de vitalité dans son petit doigt que tu n'en as dans tout ton corps. Je veux que cela se fasse discrètement. Sandrine, signe les papiers. Ne fais pas de scène. Si tu contestes cela, je t'enterrerai sous les frais d'avocat. Je ferai traîner la procédure jusqu'à ce que tu vendes ce gilet pour acheter à manger. Comprends-tu? Sandrine le regarda dans les yeux. Pendant une seconde, Nicolas ressentit un étrange frisson. Il y avait quelque chose dans son regard, une dureté qu'il n'avait jamais vue. Cela lui rappelait les poutres en acier gris froid qui soutenaient ses gratte-ciel. Mais ensuite, elle cligna des yeux, et le regard disparut, remplacé par sa passivité habituelle. « Tu veux que je signe tout de suite ?» demanda-t-elle. « Oui, Thorne vient à 8 heures pour les récupérer. Je veux être un homme libre à l'ouverture des marchés. » Sandrine se dirigea vers le bureau antique dans le coin. Elle sortit un stylo plume, un Mont Blanc qu'il lui avait offert pour leur premier anniversaire, à l'époque où ils étaient heureux. Elle n'hésita pas. Elle alla à la dernière page et signa son nom avec fioriture. Sandrine Vance Sterling. Elle se retourna et lui tendit les papiers. « Tu fais une erreur, Nicolas, dit-elle doucement. Pas à propos du mariage. Il est mort depuis des années. Mais à propos des affaires. Tu es sur le point de commencer le projet de la tour. Tu es endetté jusqu'au cou. Tu as besoin de stabilité. J'ai la stabilité. » Nicolas se moqua, vérifiant la signature pour s'assurer qu'elle était valide. Il ressentit une vague de triomphe. C'était si facile. Elle était vraiment faible. J'ai les meilleurs architectes, les meilleurs avocats et la meilleure équipe de relations publiques que l'argent puisse acheter. Je n'ai pas besoin d'une femme pour me dire comment diriger une entreprise d'1 milliard de dollars. Tu as besoin d'acier, Nicolas, dit-elle de manière cryptique. Beaucoup d'acier. J'ai des contrats avec les fournisseurs. Il la congédia, marchant vers la chambre pour faire un sac. Il avait l'intention de rester à l'hôtel Ritz Paris ce soir. C'est géré. Les contrats peuvent être rompus. Les chaînes d'approvisionnement sont fragiles. Sandrine se déplaça vers la fenêtre où il s'était tenu. Elle regarda la ville, son reflet fantomatique contre la vitre. Tu as construit ton château, Nicolas. Mais tu as oublié de vérifier qui possède le sol en dessous. Nicolas s'arrêta à la porte, son sac de voyage à la main. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça veut dire, dit Sandrine en lui tournant le dos, adieu, Nicolas. Je ferai déménager mes affaires demain midi. Tu peux avoir l'appartement. Tu peux avoir la maison de Deauville. Je ne veux pas du règlement. Nicolas fronça les sourcils. Tu ne veux pas l'argent? Je n'ai pas besoin de ton argent. Nicolas rit. Un son aboyant et dur. C'est ça, tu reviendras. Donne-toi 6 mois. Tu supplieras pour une augmentation de la pension alimentaire. Il claqua la lourde porte en chêne derrière lui, le son résonnant dans le vaste et froid appartement. Sandrine resta seule dans le silence. Elle attendit d'entendre le tintement de l'ascenseur et le bourdonnement de la cabine l'emmenant au garage. Puis elle plongea la main dans sa poche et sortit un téléphone. Ce n'était pas son iPhone habituel. C'était un téléphone satellite noir élégant sans marque. Elle composa un numéro de mémoire. Il sonna une fois. Ici le QG Rutherford.
Une voix grave répondit instantanément. C'est Sandrine, dit-elle, sa voix changeant complètement. La douceur avait disparu, remplacée par un ton de commandement absolu, une voix qui semblait pouvoir couper du verre. Initiez le protocole 7. Il y eut une brève pause à l'autre bout. Protocole 7, madame. La directive de la terre brûlée qui cible Sterling Property. Je sais ce qu'elle cible, dit froidement Sandrine. Il veut construire la tour. Il veut briller. Voyons comment il construit un gratte-ciel quand il ne peut pas acheter une seule poutre d'acier sur le continent européen. Bien reçu, madame Rutherford. Nous gèlerons les comptes à la fonderie en Lorraine et au centre de distribution d'ici le matin. Le conseil attendait votre appel. Bien, dit Sandrine. Et dites au conseil que je rentre à la maison. J'ai fini de jouer à la dinette. Elle raccrocha le téléphone et regarda autour du Penthouse une dernière fois. Il lui semblait petit maintenant, bon marché. Nicolas pensait qu'il était un roi parce qu'il construisait des tours de verre. Il n'avait aucune idée qu'il avait dormi à côté de l'impératrice de l'acier. 3 semaines plus tard, la salle de bal de l'Opéra Garnier était une mer de lumière clignotante, de diamants et de sourires forcés. C'était le gala annuel des bâtisseurs de demain, l'événement le plus prestigieux du calendrier immobilier parisien. Nicolas Sterling monta sur le tapis rouge, les flashs éclatant comme un orage. À son bras se trouvait Chloé Blaze. Elle était magnifique, conçue pour attirer l'attention. Elle portait une robe entièrement faite de soie cramoisie qui collait à elle comme une seconde peau, avec une fente qui montait dangereusement haut sur sa cuisse. Un collier de diamants. Le cadeau de Nicolas pour célébrer le divorce finalisé scintillait à sa gorge. Nicolas. Nicolas. Par ici. Les paparazzi hurlaient. Est-ce vrai? Est-ce que vous et Chloé officialisez les choses? Nicolas afficha son sourire signature, celui qui avait orné la couverture de Challenge le mois précédent. Il resserra sa prise sur la taille de Chloé. Nous sommes juste ici pour célébrer l'avenir de la ville, dit-il doucement, la guidant vers l'entrée. À l'intérieur, l'air sentait le parfum coûteux et l'argent ancien. Des serveurs circulaient avec des plateaux de caviar et de champagne. Nicolas se sentait comme un dieu. Il l'avait fait. Il s'était débarrassé du poids mort de Sandrine et l'avait remplacé par une femme qui faisait tourner toutes les têtes. Ils ne peuvent pas nous quitter des yeux, chuchota Chloé, mordillant son oreille. Ton ex-femme se serait cachée dans les toilettes à l'heure qu'il est. Nicolas gloussa. Sandrine n'aurait même pas été invitée sans moi. Oublie-la. Ce soir, c'est pour la tour. Alors qu'il se mêlait à la foule, Nicolas travaillait la salle. Il serra la main de l'adjoint au maire, partagea une plaisanterie avec le PDG de LVMH, et accepta les félicitations pour sa « mise à niveau » de la part d'associés plus francs. Sterling, vieux briscard. Ria Stéphane Thorne, son avocat. Je dois te le reconnaître. Le divorce est passé plus vite qu'une Tesla en mode Ludicro. Elle ne s'est vraiment battue pour rien. Pas un centime, dit Nicolas, prenant une coupe de champagne. Elle savait qu'elle ne pouvait pas gagner. Elle est probablement retournée en province ou d'où qu'elle vienne, vivant dans un petit appartement. En fait, une voix les interrompit. Nicolas se retourna. C'était Christophe Vin, un promoteur rival. Vin était plus âgé, plus tranchant et connu pour être incroyablement bien connecté dans le secteur industriel. Il ne semblait pas impressionné par la robe de Chloé. Il avait l'air amusé. J'ai vu la liste des invités, dit Vin, faisant tourner son verre. J'ai remarqué une table réservée pour le groupe Rutherford. Premier rang, au centre. Nicolas fronça les sourcils. Rutherford, le conglomérat de l'acier? Ceux-là même, dit Vin. Ceux qui fournissent, je ne sais pas, 80% de l'acier structurel pour les gratte-ciel en France. J'ai entendu dire qu'ils ont une nouvelle présidente qui sort de l'ombre ce soir. Une famille très secrète. Nicolas haussa les épaules. J'achète mon acier à un distributeur en Lorraine. Je ne traite pas directement avec les Rutherford. C'est de l'argent ancien. Des dinosaures. Si tu le dis. Vin eut un sourire narquois et s'éloigna. Les lumières de la salle de bal s'atténuèrent. L'hôte du gala monta sur scène pour annoncer les principaux bienfaiteurs de la soirée. Nicolas attendit son nom.
Il avait fait un don de 2 millions d'euros au musée pour s'assurer d'être mentionné. Et maintenant, retentit la voix de l'hôte. Nous voudrions accueillir le sponsor platine de cette soirée représentant l'Alliance industrielle mondiale. Veuillez accueillir la nouvelle PDG de Rutherford Industries qui est revenue à la barre après une décennie d'années sabbatiques. Les immenses portes doubles sur le côté de la scène s'ouvrirent. Un projecteur frappe à l'entrée. Nicolas ne prêtait pas beaucoup d'attention. Il était occupé à enlever un morceau de peluche de sa veste de smoking pendant que Chloé vérifiait son maquillage dans un miroir de poche. La salle devint silencieuse comme une tombe. Puis une ondulation de chuchotement commença, grandissant en un rugissement de confusion et de choc. « Nicolas » siffla Chloé en le poussant du coude. « Regarde. » Nicolas leva les yeux. Une femme marchait sur la scène. Mais ce n'était pas la femme dont Nicolas se souvenait. Elle portait une robe de velours froissée d'un bleu nuit profond, presque noir. Elle était structurée, royale, avec des épaules nettes qui lui donnaient une silhouette imposante. Ses cheveux, habituellement attachés en un chignon désordonné, étaient lâchés, tombant en vagues polies dans son dos. Autour de son cou ne se trouvait pas un simple collier de diamants, mais le saphir Rutherford, une pierre de la taille d'un œuf de pigeon qui, selon la rumeur, avait été perdue dans les années 90. Elle marcha vers le podium avec une foulée qui dévorait le sol. Elle ne regarda pas en bas. Elle n'hésita pas. Elle regarda la foule de milliardaires et de politiciens avec un regard d'ennui absolu. C'était Sandrine. Nicolas laissa tomber sa coupe de champagne. Elle se brisa sur le sol, éclaboussant la robe rouge de Chloé. « C'est quoi ce bordel ?» hurla Chloé en sautant en arrière. « Nicolas, tu as ruiné ma robe. » Nicolas ne pouvait pas l'entendre. Il était figé, son cerveau essayant de concilier l'image de la femme qui lui faisait son café avec la reine debout sur la scène. « Bonsoir » dit Sandrine dans le micro. Sa voix était amplifiée, riche et autoritaire. Ce n'était pas le murmure doux auquel il était habitué. « Mon nom est Rutherford. Au cours des 10 dernières années, je me suis éloigné de l'héritage de ma famille pour observer le monde d'une perspective différente, pour comprendre les besoins des bâtisseurs. » Elle fit une pause, ses yeux scannant le premier rang jusqu'à ce qu'il se verrouille directement sur Nicolas. Même à 15 mètres de distance, il ressentit l'impact. « J'ai beaucoup appris », continua-t-elle, un petit sourire froid jouant sur ses lèvres. « J'ai appris que certains bâtisseurs se soucient de la qualité, des fondations, de la loyauté, et d'autres. D'autres ne se soucient que de la façade. » La foule gloussa, pensant que c'était un discours philosophique. Nicolas avait l'impression d'étouffer. À partir de ce matin, annonça Sandrine, Rutherford Industries restructure sa liste de clients. Nous donnerons la priorité aux partenaires qui valorisent l'intégrité, ce qui signifie malheureusement que nous romprons les liens avec plusieurs projets existants qui ne répondent pas à nos normes éthiques. Elle ne donna pas de nom. Elle n'en avait pas besoin. Elle soutint le regard de Nicolas une seconde de plus, puis se tourna et quitta la scène sous un tonnerre d'applaudissements. « Nicolas ?» Chloé tira sur son bras, sa voix perçante. « Est-ce que c'est ? Est-ce que c'est ta femme ? L'ex-femme comptable ?» chuchota Nicolas, le visage pâle. « C'est une Rutherford ?» Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. Le calcul fut instantané. « Nicolas, les Rutherford possèdent les lignes maritimes, les fonderies, les mines. Ils valent, mon Dieu, ils valent 10 fois ce que tu vaux. » Je ne savais pas, balbutia Nicolas. Elle n'a jamais dit, elle a dit que son nom était Vance. Vance est le nom de jeune fille de sa mère, espèce d'idiot. Christophe Vin apparut à nouveau à côté d'eux, riant ouvertement maintenant. Tu ne savais vraiment pas. Tu as vécu avec l'héritière de la plus grande fortune industrielle d'Amérique et d'Europe pendant 10 ans, et tu l'as traitée comme une bonne. Nicolas sentit la pièce tourner. Il regarda vers la table VIP où Sandrine était maintenant assise. Elle était entourée des acteurs puissants de la ville. Le maire se penchait pour lui serrer la main. Le propriétaire du Figaro riait de quelque chose qu'elle disait. Elle ne regardait pas Nicolas. Elle agissait comme s'il n'existait pas. C'est mauvais, marmonna Nicolas. La tour. La livraison d'acier est prévue pour la semaine prochaine. Si elle est vraiment aux commandes. Elle n'est pas juste aux commandes, Nicolas, dit Vin en lui tapant sur l'épaule. Elle est la chaîne d'approvisionnement.
Et à en juger par ce discours, je pense que tu es sur le point de découvrir ce qui se passe quand on lance un caillou sur un char d'assaut. Nicolas regarda Chloé. Soudain, la robe rouge semblait vulgaire. Son maquillage semblait trop lourd. Elle ressemblait à une distraction bon marché comparée à la puissance irradiante de la femme qu'il venait de divorcer. Répare ça. Chloé claqua, voyant la panique dans ses yeux. Va là-bas et répare ça. Si tu fais faillite, Nicolas, je ne resterai pas pour les audiences de faillite. Nicolas redressa sa veste. Je vais lui parler. Elle m'aime encore. Elle était obsédée par moi. J'ai juste besoin de lui rappeler ça. Il commença à se frayer un chemin à travers la foule vers la table VIP, ignorant qu'il marchait directement dans un piège qui avait été tendu au moment où il avait signé ses papiers. La marche du bord de la salle de bal à la table VIP sembla être le voyage le plus long de la vie de Nicolas Sterling. Chaque pas était lourd. Les chuchotements de l'élite le suivaient comme un essaim d'abeilles en colère. C'est l'ex-mari. Il a largué une Rutherford. Idiot. Nicolas lissa sa cravate, forçant un sourire confiant qui n'atteignait pas ses yeux. Il s'arrêta au cordon de velours gardant la table. Un garde du corps massif, un homme qui semblait mâcher du granit au petit déjeuner, se plaça devant lui. « Reculez, monsieur » gronda le garde. « C'est bon, Quinqued. » La voix de Sandrine coupa l'air. Elle ne leva pas les yeux de sa conversation avec le maire, mais elle fit un geste dédaigneux de la main. « Laissez entrer M. Sterling. Je suis sûr qu'il veut t'offrir ses félicitations. » Nicolas entra dans le cercle intérieur. De près, Sandrine semblait encore plus intimidante. La femme douce et accommodante qui avait l'habitude de repriser ses chaussettes avait disparu. À sa place siégeait une monarque. « dit Nicolas, sa voix se brisant légèrement. Il s'éclaircit la gorge. « Nous devons parler. » Sandrine tourna enfin la tête. Ses yeux étaient froids, détachés. Elle le regardait comme un scientifique regarde un spécimen dans un bocal. « Je crois que nous avons fini de parler, Nicolas. Les avocats ont tout géré ce matin. Où as-tu oublié? Tu étais assez pressé. » Je ne savais pas, siffla Nicolas, se penchant pour que le maire n'entende pas. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Pourquoi cacher qui tu étais? Parce que, dit Sandrine en prenant une gorgée d'eau pétillante. Je voulais être aimé pour moi, Nicolas. Pas pour l'acier Rutherford, pas pour les milliards en contrats maritimes, et certainement pas pour l'influence politique de ma famille. Je voulais voir si un homme pouvait aimer Sandrine Vance, la comptable. Elle posa le verre. Le son fut net contre la table. Et j'ai eu ma réponse. Tu n'as pas juste cessé de m'aimer, Nicolas. Tu m'as effacé. Tu m'as traité comme un meuble passé de mode. J'ai fait une erreur, plaida Nicolas, le désespoir s'infiltrant dans son ton. Nous pouvons arranger ça. Le divorce. Nous pouvons l'annuler. J'étais confus. La pression du projet de la tour. Sandrine rit. C'était un rire authentique. Brillant et terrifiant. L'annuler, Nicolas? J'ai déjà fait mettre à jour le registre des sociétés par mon équipe. Je suis libre. Et honnêtement, je ne me suis jamais senti mieux. Qu'en est-il de l'acier? Nicolas laissa tomber le semblant de romance. Les travaux de la tour commencent lundi. J'ai un contrat avec Lawrence Steel & Supply. C'est une filiale de Rutherford, n'est-ce pas? C'en est une, acquiesça Sandrine. Et à partir de 17h aujourd'hui, Lawrence Steel & Supply subit un audit d'inventaire obligatoire. C'est un terrible inconvénient. Toutes les expéditions sont gelées pour au moins, disons 6 mois. Nicolas sentit le sang se vider de son visage. 6 mois? Tu ne peux pas faire ça. J'ai des pénalités dans mes prêts de construction. Si je ne commence pas les travaux dans les délais, la banque peut exiger le remboursement du prêt. Je serai insolvable. Cela ressemble à ton problème, dit Sandrine, se tournant vers le maire. Monsieur le maire, comme je le disais, Rutherford Industries est très intéressé par le financement du nouveau projet de parc. Nicolas resta là, bouche bée, ignoré et impuissant. Quinqued, le garde du corps, s'avança et posa doucement mais fermement une main sur la poitrine de Nicolas.
Il est temps de partir, monsieur. Nicolas trébucha en arrière, manquant de tomber sur une chaise. Il regarda autour de lui. Chloé n'était nulle part en vue. Il vérifia son téléphone. Un SMS d'elle apparut. C'est humiliant. Je prends la limousine. Prends un taxi. Bisous. Le lendemain matin, la réalité de l'audit de Sandrine frappa. Nicolas se tenait sur le chantier de construction de la tour Sterling à 7 heures du matin. C'était un trou immense dans le sol du quartier de la Défense, entouré de palissades présentant des rendus artistiques de la tour de verre étincelante. Habituellement, un site comme celui-ci bourdonnerait de bruit, de grues en mouvement, de camions qui bipent, d'hommes qui crient. Aujourd'hui, c'était le silence. Le chef de chantier, un homme costaud nommé Jean-Pierre O'Connell, s'approcha de Nicolas, enlevant son casque. « M. Sterling, dit Jean-Pierre, l'air mal à l'aise. On a un problème. Où sont les camions, Jean-Pierre ? Exigea Nicolas. Où sont les poutres en nid ? Ils ne sont pas venus. J'ai appelé le dépôt en Lorraine. Ils ont dit que les portes sont verrouillées. Quelque chose à propos d'une restructuration d'entreprise ordonnée par la société mère. Appelle les autres fournisseurs, claqua Nicolas. Appelle Arcelor. Appelle les gars en Allemagne. Je me fiche de ce que ça coûte. Trouve-moi de l'acier. Jean-Pierre secoua la tête. Je l'ai fait, patron. Je suis au téléphone depuis 4 heures du matin. Personne ne veut nous vendre. Comment ça personne ne veut nous vendre ? Je veux dire, soupira Jean-Pierre. Le bruit court. Le groupe Rutherford a émis un avis de non-expédition sur Sterling Property. Ils nous ont mis sur liste noire, Nicolas. Si quelqu'un nous vend de l'acier, Rutherford les coupe. Et puisque Rutherford fournit la fonte brute à presque toutes les fonderies de la région, personne ne veut les contrarier. Nicolas leva les yeux vers le ciel vide où sa tour était censée être. Il ne combattait pas seulement une ex-femme. Il combattait l'épine dorsale industrielle de la France. Son téléphone sonna. C'était Stéphane Thorne, son avocat. « Nicolas, dis-moi que tu n'es pas sur le site. » La voix de Thorne était aiguë, paniquée. « J'y suis. »« Il n'y a pas d'acier, Stéphane. »« Elle m'a bloqué. »« C'est pire que ça, dit Thorne. »« Regarde les infos. Les Échos viennent de publier un article.